Merci de votre fidélité sur la chaîne Léonjo Léo. Vous nous suivez à RDC également. Vous nous suivez dans la diaspora. En tout cas, merci d'être avec nous. Nous sommes jeudi 1er février 2024. À ce jour, nous invitons Strong Kaini, il est analyste politique vivant à Butembo. C'est sur un sujet d'actualité où la jeunesse du territoire de Rutshuru, en tout cas, alerte sur l'entrée massive des militaires ougandais dans le territoire. Jusque-là, on ne sait pas, c'est pour combattre les M23 ou renforcer en hommes et en munitions, en tout cas, les terroristes du M23. Strong Kaini, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous remercions aussi de nous avoir invités sur ce plateau. Avec vous, quelles nouvelles dans les territoires de Rutshuru? En tout cas, nous apprenons qu'il y a 3 jours, il y a un combat terrible de Wazalendo et les terroristes du M23. Et d'ailleurs, les Sokoï 25 a fait en tout cas un beau travail où les M23 ont été en tout cas sauvagement tués par les Sokoï 25, également par les Wazalendo. La jeunesse qui se sont en tout cas donné corps et âme pour défendre leur patrie. Bien, merci de ce sujet très alléchant et qui défraye la chronique politique aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est là que nous allons devoir encore une fois saluer tous les Congolais tout d'abord, qui se trouvent justement dans cet environnement aussi malsain et un environnement de questionnement par rapport aux affres de guerre et d'insécurité où la population reste toujours en proie. Et nous croyons qu'avec cette chaîne que nous appelons Léo Joléo, nous aurons à décortiquer ce sujet. Et comme la question, vous l'avez déjà posée d'avance, nous avons aussi à dire merci parce que c'est une belle orientation. La question qui est intervenue depuis très longtemps autour de la participation, de l'assistance, de l'appui et de l'accompagnement de l'UPDF, les forces qui nous viennent de l'Ouganda. D'une part, où on qualifie ces forces de salvatrices pour tenter seulement de jeter de la poudre aux yeux de la population congolaise, et d'autre part, ces forces qui sont en train de pousser en toute force le M23. Cela veut dire qu'il y a vraiment disparité dans l'intervention de l'Ouganda sur le sol congolais. Et donc aujourd'hui, si nous allons parler de cette question qui concerne justement l'intervention des Ougandais sur le sol congolais, nous n'allons pas oublier juste à indexer la question d'appui, mais aussi la question d'accompagnement et la question d'entrée massive des forces ougandaises dans un territoire qui aujourd'hui en proie de l'insécurité et où le M23 est en train juste d'imposer son ordre. Et là, vous avez posé une question très importante et c'est une question justement que tous les Congolais se posent. Les forces ougandaises sont en République démocratique du Congo. Pour quelle fin? Eh bien, nous n'allons pas oublier que l'histoire reste toujours très renseignante parce qu'elle nous branche encore les 5 années d'assiégement par ces forces ougandaises de 1999 à 2003. Ces forces ougandaises ont été ici en République démocratique du Congo dans la partie Est et plus précisément dans le Grand Nord, en train juste d'accompagner une rébellion que nous appelons RCD, dans sa branche RCD-KML. Ces forces ont assiégé notre pays, elles ont pillé, elles ont tué, elles ont fait même beaucoup de théâtres ici en République démocratique du Congo, allant même jusqu'à se déplacer jusqu'à Kisangani avec les forces rwandaises, où elles ont toutes détruit cette ville de Kisangani, et cela au vu et au su de la communauté internationale. Cela veut dire que l'Ouganda n'est pas tout justement dans son premier forfait en République démocratique du Congo. Et donc, sa question de doute autour du soutien au M23 ou aux différentes rébellions et voire aux éléments d'agression, il n'est plus à cacher parce que là, on ne sait plus effectivement s'il faut continuer à cacher que l'Ouganda est un hypocrite, il faut vraiment essayer de maquiller encore sa présence. Non, là nous voulons seulement dire à tout le monde que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. Et si aujourd'hui la société civile
et a réitéré encore une fois le soutien de l'Ouganda en faveur du M23. Et si la jeunesse de Rutshuru est allée aussi jusqu'à accompagner aussi cette dénonciation de la société civile du milieu pour, disons que l'Ouganda continue toujours à approvisionner même le M23 en hommes, en munitions et même par autres appuis. Et si même certains notables très courageux de ce territoire de Rutshuru sont allés aussi jusqu'à dénoncer cette présence et cet appui de l'Ouganda en faveur du M23. Et cela veut dire que non, les sensibilités sur lesquelles nous devons compter viennent déjà de prouver suffisamment qu'il y a vraiment de quoi aussi dénoncer cette question de la présence de l'Ouganda autour et derrière le M23 et voir pourquoi pas même autres éléments armés ou d'agression qui au niveau de la République démocratique du Congo. Voilà. Oui, qui en tout cas avec cette coalition opération soutien, il y a en tout cas petit accalmie là. Je ne sais pas, vous parlez négativement sur cette force ougandaise, mais aussi c'est quoi? En tout cas, cette histoire me ramène à l'histoire du cheval de Troie. Vous savez bien que cette histoire du cheval de Troie, c'est une histoire qui a fait tomber toute une grande puissance. Et aujourd'hui, quand on voit les Ougandais être du côté des Congolais dans cette organisation qu'on appelle, je ne sais pas, Oussoudja, je ne sais pas, Umoja, je ne sais pas quoi, avec le FRDC. Là, c'est une façon de jeter seulement de mascarade sur les yeux des Congolais et essayer de masquer ces Congolais parce qu'on veut, oui, on a toujours dit que qui veut bien ronger à petit feu, il le fait même en souriant. C'est ce que nous avons constaté chez les Ougandais. Au niveau du territoire de Beni et même une partie de l'Ituri, ces gens semblent faire un travail délirant et ils tâchent même de mettre fin à ce que nous avons connu comme affre de guerre et de sécurité dans la dispersion de ZDF, des éléments ougandais qui sont sur le territoire congolais. Mais dans cette dispersion de ZDF, ces gens aussi retracent et ils sont en train justement d'ouvrir encore certaines voies aussi d'échange. Mais derrière tout cela, nous avons trouvé que cet esprit hégémonique, cet esprit de pillage, cet esprit d'exploitation illicite de la République démocratique du Congo continue toujours à animer ces forces ougandaises pour que hier, aujourd'hui, demain, ils puissent continuer aussi à ramener encore nos richesses, nos potentielles richesses, exploiter la République démocratique du Congo illicitement, les amener en Ouganda. Et c'est là que vous allez trouver qu'au niveau du territoire de Beni, au niveau d'une partie de l'Ituri, les gens vous diront que ces gens sont en train de faire quelque chose pour ce qui est de la sécurité dans cette dispersion de ces éléments des ZDF qui nous sont venus de l'Ouganda il y a plus d'une génération et qui sont là. Et dans cette dispersion, nous comprenons très facilement que l'intérêt ou l'objectif, le but n'est pas d'anéantir ces forces-là de ZDF, mais l'intérêt, c'est seulement les éparpiller sur le territoire congolais et commencer maintenant à exploiter tant soit peu d'une manière illicite notre pays et dans la partie occupée par les Ougandais. C'est là que même il y a une contradiction par rapport à l'intervention de l'UPDF. Au niveau du territoire de Beni et une partie de l'Ituri, ils sont là comme des anges et malheureusement, il faut toujours vivre mieux avec un diable qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Et au niveau du territoire de Rutshuru, ils sont là, c'est derrière maintenant le M23. Et l'histoire nous renseigne que c'est l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya qui ont été à la base même de la chute de ces territoires de Rutshuru et principalement de cette frontière que nous partageons avec l'Ouganda, que nous appelons la frontière de Bunagana. Et ça fait déjà plus de 2 ans que l'ennemi, le M23 est là et les échanges se font sans difficulté et sans peine. Il y a même le déplacement des bornes qui interviennent. Vous avez appris aussi ensemble avec nous que non, l'Ouganda est en train de déplacer même les bornes dans cette contrée-là concernée par la prise, concernée par les affres de guerre et même l'insécurité. Et vous avez compris aussi facilement que depuis 2 ans, la société civile avait commencé déjà à décrier. Depuis une année, il y a aussi la notabilité qui a décrié aussi la présence des Ougandais. Et voilà que la jeunesse, après ces 3 jours de combats acharnés, vient aussi de confirmer et réitérer le même soutien et accompagnement, voire appui des forces ougandaises en faveur du M23 pour seulement gonfler le M23 en nombre, mais aussi en cas de revers
c'est-à-dire en cas de perte dans les camps de l'ennemi. Et on a constaté que le nombre était déjà réduit et devient de plus en plus exigu. C'est comme cela que l'Ouganda commence aussi à renforcer et à augmenter les éléments en nombre pour que la RDC, par les FRDC, puisse se sentir aussi fatigué par le nombre, où on tue la journée, mais la nuit, il y a augmentation du nombre. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons vraiment du pain sur la planche pour décortiquer en profondeur cette question des Ougandais qui, aujourd'hui, s'est confirmé, ce sont des hypocrites en République démocratique du Congo. Oui, Strong Kaini, vous le savez, la réaction du gouvernement ou de l'armée congolaise sur l'entrée, en tout cas des militaires ougandais sur le sol congolais, donc qui ont passé à la frontière de Kitagoma. L'armée nous parle qu'en tout cas, ils sont en train de faire des investigations pour savoir réellement si c'est vrai ou c'est faux, comme c'est la société civile qui a alerté. De l'autre côté, pensez-vous que vraiment l'armée congolaise ou le gouverneur militaire du Nord Kivu n'est pas en tout cas au courant de ça? En fait, la question ici, c'est une question qui nous ramène encore à la question de légitimité aussi de nos institutions. Ce que vous devez savoir, c'est que d'abord, cette partie concernée n'est pas sous le contrôle du gouvernement aujourd'hui. C'est une partie qui est gérée par ces éléments d'agression du M23. Ce sont des parties et donc qui échappent au contrôle du gouvernement. Et que même ceux qui peuvent encore nous aider beaucoup plus à avoir des éléments les plus sûrs et sur lesquels nous devons nous appuyer, ce sont ces sensibilités qui viennent de parler de la question. Parce qu'on ne peut plus attendre à ce que d'abord le gouvernement puisse dénoncer et puisse aussi s'attaquer à la cause avant d'être informé, parce que nous savons que le gouvernement n'est pas informé parce qu'il n'est pas sur place. Mais ce que nous attendons, c'est que la société civile est là, permanente, et c'est elle qui doit d'abord donner les informations sur lesquelles nous devons nous appuyer. Il y a aussi maintenant la notabilité, quand bien même en fuite, mais aussi elle est quand même informée par rapport à la situation de vie, au train de vie dans cette contrée qui est aujourd'hui sous la tension et sous la guidance du M23. Nous avons aussi la jeunesse qui est là, qui aujourd'hui interdite de quitter le territoire de Rutshuru. Elle est là, prise en otage. Et quand elle doit aussi lever la voix et décrier aussi ce comportement de l'UPDF aujourd'hui, c'est que ces informations sont déjà appuyées, sont déjà vraiment à considérer avec toute quintessence et toute pertinence. Et là que même, si le gouvernement aujourd'hui peut se dire qu'il va d'abord passer aussi à disséquer et à voir en profondeur si réellement c'est vrai que l'UPDF est en train d'appuyer le M23, là c'est une façon de dire, parce que vous savez que le gouvernement ne peut pas aussi s'alarmer au même moment que la population, parce que si le gouvernement peut aller jusqu'aussi à s'alarmer comme la population, alors on dira que le père aussi a pleuré au même moment que l'enfant. Et même notre situation, mais la situation que nous vivons actuellement, c'est une situation vraie et qui ne peut même pas être remise en cause, parce que ceux qui sont en train de vivre réellement ce qui se passe à Rutshuru l'ont dénoncé et l'ont décrié. Et aujourd'hui, il ne reste qu'au gouvernement de venir et de récupérer seulement ce que la population a perdu. Et c'est donc la question de souveraineté aujourd'hui et de l'intérêt communautaire que nous devons sauvegarder. Et donc, pensez avec moi que vraiment l'Ouganda est là. On l'a décrié depuis très longtemps. L'histoire nous a renseigné que l'Ouganda reste toujours hypocrite par rapport à la République démocratique du Congo, où nous avons vu même son action dans ce que nous appelons l'organisation, que nous appelons l'EAC. L'Ouganda était là, mais son action n'a pas été aussi active par rapport aux autres. Et si nous avons trouvé le gouvernement congolais aujourd'hui se mettre en ligne avec les résistants que nous appelons les patriotes, les résistants patriotes, les Wazalendo, cela veut dire qu'effectivement nous avons trouvé que même en ces pays, il n'y a pas de paix. En ces pays-là, on ne peut rien attendre. À ces pays, nous ne pouvons même pas attendre la sécurité, parce que ce sont ces pays qui nous insécurisent même d'avance. Or, vous savez qu'en faisant même une lecture simple par rapport à ces éléments qui sont en train de déstabiliser le territoire congolais, son économie, sa sécurité, sa politique, et même tout ce que nous pouvons encore ajouter sur la liste, ce sont ces pays qui, depuis très longtemps, ont même logé ces éléments qui nous dérangent aujourd'hui. Si vous pouvez parler des EDF, par exemple, qui écument la région de notre territoire de Beni et une partie de l'Ituri, mais ce sont des gens
qui sont venus de l'Ouganda. Depuis 1986, ils sont là et ils sont descendus au niveau de la République démocratique du Congo. Et c'est nous maintenant qui payons le prix. Si vous essayez de voir aussi ces éléments qui dérangent aujourd'hui, je ne veux pas justement dissocier le M23, dissocier le M23 au CNDP, dissocier le M23 à quoi, au RCD, dissocier le M23 même à ce que nous avons connu en 1994 avec l'arrivée des Interahamwe. Et vous savez que c'est le Rwanda qui avait aussi logé d'avance ces éléments ici qui dérangent aujourd'hui. Et donc, ce que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas un fruit qui vient du hasard, mais c'est un fruit qui est tiré de quelque part, et c'est de ce pays qui nous agresse aujourd'hui. Qu'est-ce que le gouvernement en fait, peut faire à ce moment où l'Ouganda soutient le M23? Moi, je crois que l'appel reste toujours le même, et l'appel, c'est demander seulement à notre gouvernement de s'assumer. Parce que vous savez que quand on parle de gouvernement, quand on parle d'institution de la République, on voit toute une responsabilité et on voit effectivement des répondants. Parce que, par exemple, nous qui avons des institutions, nous en avons 4. Nous avons la présidence, nous avons le gouvernement, nous avons le Parlement, nous avons les cours et tribunaux. Et dans la mesure où ces institutions ne sont pas activées, dans la mesure où ces institutions se trouvent incapables de sauvegarder l'intégrité territoriale, alors que la défense du pays, la sécurité du pays, tout cela revient à quoi? Revient à la compétence des institutions. Alors on se dira que nous sommes comme un enfant orphelin qui n'a pas de père. Mais ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui, ce n'est pas sous-traiter la sécurité de notre pays, ce n'est pas sous-traiter la défense de notre pays, ce n'est pas sous-traiter l'économie de notre pays, ce n'est pas sous-traiter la diplomatie de notre pays, mais c'est d'être responsable. Parce que un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui peut être jugé des responsables dans le sens des jugements de valeur ou d'ambivalence, c'est un gouvernement tout d'abord responsable. Et là, on dira que ce gouvernement a vraiment le souci de sauvegarder la valeur souveraine telle qu'elle est reprise dans la Constitution. Il y a le problème de l'orientation, le problème de la transparence dans le mode de gestion, le problème aussi de redevabilité, il y a aussi le problème de l'équité. Et donc, si un gouvernement ne peut pas aller jusqu'à remplir ce principe de la bonne gouvernance, alors on se dira qu'on est dans un État sans État. Un État où il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas de responsables. Et voilà un peu la question qui concerne l'Ouganda. C'est une question de souveraineté. C'est que l'État doit s'assumer en tant qu'un État responsable pour la souveraineté. L'État doit s'assumer pour ce qui est de la défense et non penser d'abord aux éléments extérieurs pour défendre son pays. Mais nous avons nos forces armées de la République avec plus de 120 000 éléments. Et comment expliquer que une bande seulement de gens qui nous viennent avec 4 000, 3 000 éléments, 5 000 éléments, maintenant effraient toute une armée de plus de 120 000 éléments. En tout cas, ça ne se conçoit pas, ça ne se comprend pas. C'est là que nous devons lancer l'appel au gouvernement congolais de prouver effectivement que c'est un gouvernement responsable et qui a les soucis de son peuple et qui doit s'assumer. Parce que nous avons un président de la République et le comble, c'est qu'il a encore été réélu pour cette mandature ici et il doit encore une fois s'assumer. Le président de la République a plusieurs casquettes. Le président de la République, tout d'abord lui-même, c'est lui qui assure le bon fonctionnement des institutions de la République. Le président de la République, c'est lui-même le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est le magistrat par excellence. Et qu'est-ce que nous pouvons encore attendre si vraiment il ne va pas mettre toutes ces valeurs-là et tous ces titres-là en œuvre? Et donc, nous avons vraiment de quoi interpeller ce gouvernement congolais pour sa responsabilité, pour son orientation, la redevabilité, la transparence dans le mode de gestion des affaires courantes, mais aussi passer à l'équité par rapport à la responsabilité des uns et des autres. Oh, oui, nous sommes vers la fin, en tout cas, de notre entretien. Je rappelle que vous êtes Strong Kaeni, enseignant à plusieurs universités ici à Butembo, mais également vous êtes analyste politique. Quel message avez-vous face aux Congolais qui vous suivent maintenant et même qui vous suivent dans la diaspora, en tout cas, qui ne comprennent pas jusque-là, en tout cas, ce qui s'est passé dans les territoires de Rutshuru? Tout justement, la question que nous traversons actuellement, c'est une question qui surpasse et qui transcende même les idées et même les consciences de plusieurs. Parce que la question de la souveraineté aujourd'hui semble être une question oubliée,
prise en la légère. C'est ce que nous dirons maintenant au peuple aujourd'hui. Et même le président de la République démocratique du Congo avait lancé un appel à tous les jeunes de s'organiser en groupe de vigilance. C'est là que vous allez trouver que même jusqu'aujourd'hui, les populations, les peuples continuent à s'organiser en groupe de résistance contre toute force hégémonique et toute force d'agression et toute force intriguant notre région. Et donc, l'appel reste toujours celui-là d'appeler les jeunes à une résistance responsable parce que la souveraineté de notre pays est la cause de tout le monde. Nous devons sauvegarder ces valeurs conformément à l'article 63-64. Nous devons aller jusqu'à mettre fin à toute intrigue qui nous viendrait de l'extérieur, mais aussi au gouvernement congolais, de ne compter que sur ces éléments, sur ces enfants, de ne compter que sur ces institutions pour la sauvegarde de valeurs républicaines. Mais s'il faut aller jusqu'à sous-traiter la question de la défense, de la sécurité, la question de l'économie, la question de la diplomatie, alors là, nous serons dans un pays qui reste encore sous tutelle, un pays qui n'a pas de souveraineté, un pays qui n'a même pas d'indépendance, et un pays qui n'a pas de personnalité internationale. Alors que nous savons que la République démocratique du Congo, c'est un État. Or, un État, c'est d'abord, de par sa définition par composante, un État, c'est un territoire, un État, c'est une population, et un État, c'est le pouvoir d'État ou le pouvoir politique. Et pour ce qui est de la matérialisation au niveau abstrait, nous devons prendre aussi l'État comme étant une souveraineté, une indépendance, mais aussi une personnalité internationale. Et si tous ces éléments-là ne sont pas réunis jusqu'aujourd'hui, alors on se dira que nous sommes dans un État sans État, où l'on dira tout simplement que l'État est démissionnaire, c'est-à-dire les dirigeants. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne Léon Joléo. C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste, et nous remercions tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Et nous croyons bien que cette question sera bien cernée et comprise par cette opinion qui est là et qui doit résister jusqu'à la dernière goutte de sang parce que le pays, la République démocratique du Congo est nôtre et cette République démocratique du Congo n'est pas un pays à annexer au Rwanda, à l'Ouganda. Et donc, soyons conscients et ouvrons effectivement toutes les portes de résistance pour que l'ennemi se sente aussi bloqué par notre comportement, notre caractère, notre parole et notre institution suprême. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Nous disons sincèrement merci à Strong Kaini. Je suis Mwanampenzi Manzekele à la présentation de cette émission. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer de nos prochaines publications. Au revoir. Merci beaucoup.